Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, Conseil de la concurrence et flambée des prix. C'est le sujet qui fait couler le plus d'encre au niveau national. Le coût de la vie est à peine, voire plus du tout supportable pour le commun des Marocains. Une grande majorité des produits de grande nécessité ont vu leur prix grimper de façon inédite depuis plusieurs mois maintenant. Alors, en parler aujourd'hui est plus que nécessaire. Et surtout pour nous, ce soir, il s'agit d'approfondir la réflexion sur les moyens d'amortir le coût COUT de l'inflation sur la population. Nous le ferons en compagnie du président d'un organe constitutionnel de régulation et de bonne gouvernance, le Conseil de la concurrence. Alors quel champ d'action et quelles prérogatives de ce Conseil en ces temps d'inflation globalisée, surtout à la lumière des recommandations du nouveau modèle de développement? Ce sera donc en première partie de questions d'actu. En seconde partie, géopolitique et sécurité alimentaire avec Mathieu Brun, chercheur en alimentation, agriculture et relations internationales. Mais avant, j'ai le plaisir d'accueillir mon premier invité sur le plateau. Bonsoir Ahmed Rahou, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Je rappelle que vous avez été nommé il y a un peu plus d'un an par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la tête du Conseil donc, de la concurrence. Avant de parler de flambée des prix, parlons de concurrence. Que pouvez-vous nous dire sur les pratiques concurrentielles au Maroc globalement et surtout sur leur transparence? Alors, le Maroc a une économie libre, libérale, ouverte. Donc, c'est le point de départ. Ça veut dire clairement que l'État, en fait, historiquement, l'État était un intervenant assez fort et ça, c'est le résultat un peu du développement progressif du capital marocain et un nombre d'opérateurs suffisants capables d'assumer des métiers de production, des métiers de service qui, à la sortie de l'indépendance, au départ de l'indépendance, peut-être n'étaient pas disponibles. Donc l'État s'est substitué et progressivement, on a vu l'État se retirer du secteur productif, se retirer en tant qu'acteur direct sur le marché des services et de la production au profit de l'investisseur privé national et international. C'est en ça que je dis que l'économie marocaine est ouverte, avec la signature des accords de libre-échange qui fait que notre économie est intégrée à l'économie mondiale, en ce sens que n'importe qui peut acheter des produits et les vendre sur le territoire marocain. Et l'inverse, évidemment, est aussi vrai, c'est-à-dire que les opérateurs marocains ont accès à presque 90 pays dans des conditions d'accès soit de libre-échange ou de facilité extrêmement importantes. Alors, en ce sens, il s'agit d'un jeu d'acteurs qui produisent et qui vendent leurs prestations aux consommateurs. Mais pour que ça se passe dans de bonnes conditions, il faut un organe de régulation de la concurrence. Oui. C'est en ce sens que ce Conseil existe depuis une vingtaine d'années, avec des prérogatives de plus en plus fortes. C'est la pratique dans les économies libérales comme celle du Maroc, c'est-à-dire un arbitre qui veille à ce que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Alors, il y veille en faisant respecter les lois qui conditionnent cet exercice du métier de la concurrence de façon ouverte et en même temps en regardant aussi, c'est une partie de ses prérogatives, les lois qui sont faites pour qu'elles ne donnent pas des avantages indus, soit sous forme de subventions, de création de monopoles ou de positions dominantes, même quand l'État est tenté de le faire. C'est pour ça qu'on a ce double rôle de conseil du gouvernement en matière d'élaboration de lois. C'est ce qu'on vient de faire sur la loi sur les délais de paiement, par exemple, dont on peut parler, et sur, évidemment, la protection du consommateur par rapport aux pratiques sur le marché, pour que personne n'abuse de sa position pour augmenter indûment les prix, qui sont libres, et par ailleurs, pour ne pas créer des entraves au marché. Les entraves, c'est, par exemple, empêcher un entrant, empêcher la concurrence, quelqu'un de rentrer dans un marché par des barrières à l'entrée ou des ententes qui font qu'on peut se partager les marchés. Est-ce que c'est un constat qui a déjà été fait depuis votre nomination à la tête de ce Conseil de la concurrence? Alors, sur les pratiques concurrentielles? Le Conseil de la concurrence, comme j'ai dit, existe depuis 20 ans. Donc, il a des prérogatives depuis quelques années, plus importantes, avec un pouvoir d'investigation plus fort que nous déployons progressivement. Nous pensons d'ailleurs qu'un élément très important, vous savez, j'ai tendance toujours à comparer un peu le droit de la concurrence au code de la route. Le code de la route, ça permet aux automobilistes qui utilisent la route de ne pas se percuter. Donc ça régule l'usage d'une infrastructure commune. Là, on régule, nous, l'accès au marché pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et notre souhait, c'est que, un peu comme les radars qui contrôlent la vitesse, l'objet n'est pas
de sanctionner les gens. L'objet, c'est qu'ils respectent la loi. C'est leur sécurité aussi, finalement. C'est la sécurité du marché, c'est la sécurité du pouvoir d'achat du consommateur. C'est surtout ça notre préoccupation principale. Parlons-en de ce pouvoir d'achat. Et vous avez parlé d'une des prérogatives, justement, du Conseil de la concurrence, c'est de conseiller, finalement, le gouvernement. D'ailleurs, il est obligé par la loi, ce gouvernement, de demander avis à des institutions telles que celles que vous dirigez, Ahmed Rahou. Y a-t-il eu une saisine du gouvernement pour la hausse des prix ? Alors, il n'y a pas eu de saisine maintenant. Clairement, nous n'avons pas été saisis, sauf au mois de septembre, sur un produit très spécifique qui sont les tests PCR, sur lequel on a répondu positivement. Nous constations qu'il y avait probablement des abus de prix excessifs sur quelque chose qui est devenu un produit de consommation courante. De grande consommation. Tout le monde devait faire des tests PCR pour voyager, pour vérifier tout simplement qu'il est en bonne santé, et parfois sur prescription médicale. Donc on a agi en autorisant le gouvernement pour 6 mois à bloquer le prix. Ça a été fait à 400 dirhams, laquelle période de 6 mois est terminée, mais le gouvernement a le droit de la proroger une fois. Donc on est encore parti pour 6 mois additionnels. Mais comme vous le voyez, la loi n'autorise pas le gouvernement à faire des choses ad vitam aeternam. Pourquoi ? Parce que malheureusement ou heureusement, je dis malheureusement parce que ça peut agir dans un cas de hausse, la meilleure protection du consommateur, c'est que les acteurs du marché fassent les prix. C'est ce qui est prouvé historiquement. Toute intervention longue est une intervention qui perturbe les règles du marché. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose en matière de concurrence. L'objet, c'est les prix, bien évidemment, mais l'objet d'abord, c'est la disponibilité des produits. Quand vous avez des pénuries, c'est plus grave que d'avoir le produit disponible, même à un prix plus cher. Deuxièmement, c'est le choix. C'est que vous ayez la possibilité d'avoir le choix entre différents acteurs et différents produits. Et troisièmement, c'est la qualité. Donc c'est disponibilité, c'est le choix, donc la diversité, c'est bien évidemment la qualité et c'est le prix. La concurrence contribue à faire ces 4. Or, quand on agit de façon administrative ou d'une façon concertée, on joue sur l'un des 4 éléments. Et donc, nous devons veiller à ces 4 éléments en même temps, pas uniquement les prix. Très bien. Alors, pour revenir justement à cette question de prix, donc pas de saisine du gouvernement, mais une autosaisine du Conseil de la concurrence. Pourquoi ? Pour quel objectif, Ahmed Rahou ? Quels sont aujourd'hui les produits de grande consommation qui ont été identifiés dans l'avis sur l'autosaisine faite par votre Conseil ? Alors, nous sommes évidemment un organe institutionnel dont le rôle est de veiller à ce que certaines pratiques ne soient pas possibles sur le marché et si on les découvre, de les sanctionner. Donc on a un pouvoir de sanction très lourd en termes de pourcentage par rapport au chiffre d'affaires et même quand certaines pratiques peuvent être considérées comme vraiment délictueuses, nous pouvons même porter plainte auprès des tribunaux et il peut y avoir du pénal là-dessus. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Alors pourquoi nous sommes attachés à ce qui se passe sur le marché ? Bien évidemment, nous sommes des observateurs avisés sur ce sujet. Nous voyons bien qu'il y a une augmentation de prix. Mais nous voyons bien aussi que cette augmentation, pour une large part, est liée à des augmentations des matières premières. Le Maroc, comme j'ai dit, est une économie ouverte. Il importe un certain nombre de ses produits de l'extérieur qu'il ne produit pas. Évidemment, une des solutions, c'est qu'on produise localement. Et plus on produit localement, mieux on maîtrise un peu plus les prix. Maintenant, nous avons une hausse généralisée à travers le monde de 3 grandes composantes de produits. Les produits alimentaires, d'abord les céréales, puisque c'est la base de l'alimentation, mais ça touche le lait, ça touche un certain nombre de produits, les viandes et tout, même si les viandes de Maroc importent beaucoup moins, mais les viandes, c'est d'abord un cheptel, et le cheptel produit du lait et de la viande, mais le lait, on subit les conséquences aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux-là mangent à la base des céréales ou du soja, qui est produit dans des pays où il y a une flambée. Donc les matières premières ont augmenté. Matières alimentaires. Deuxième catégorie de produits, évidemment, qui intéresse le citoyen marocain et le consommateur, c'est les produits énergétiques. Tout le monde sait que le gaz a été multiplié par 5, que le pétrole a doublé avant. Nous, on a pris une période 2018. Avant le Covid, pour dire, là, on peut considérer qu'on était dans des phases d'économie tournant normalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des abus ou qu'il n'y avait pas des prix relativement hauts à l'époque, mais en tout cas, on l'a prise comme référence.
Donc ces prix ont augmenté. Donc, je rappelle, première catégorie les produits alimentaires, deuxième catégorie les produits énergétiques qui intéressent tout le monde. La troisième catégorie dont on parle moins, c'est les produits minéraux. C'est le cuivre, c'est le fer, c'est l'aluminium. Pourquoi ? Parce que ça touche la construction. Or, le bâtiment, c'est de la consommation courante. Quand on construit, on achète ces produits-là. Le verre aussi, qui à la base, c'est un process industriel qui nécessite certains minéraux. Donc le ciment, etc. Donc on a pris ces trois catégories pour dire qu'est-ce que nous devons faire, nous, Conseil de la concurrence, dans le cadre de nos prérogatives. Quelles sont d'abord les évolutions de ces matières à travers le monde et comment ça a bougé. Comment les prix au Maroc, induits par ces augmentations ou liés à ces produits-là, ont augmenté. Donc comment les prix ont augmenté. Est-ce qu'il y a une corrélation tout de suite directe ou pas? Quand il y a une corrélation directe, on fera le constat et on le dira au grand public. Attention, ce qui arrive sur le marché n'est que la résultante de ces augmentations. Dans ce cas, la réponse, c'est produire peut-être un peu plus chez nous, c'est de voir, d'ailleurs, il y a une politique de l'État là-dessus, c'est la production de réduire peut-être les marges aussi des distributeurs, non ? Alors justement, ça c'est le deuxième. Quand la corrélation n'est pas évidente, qu'est-ce que j'appelle corrélation ? Quand ça augmente par exemple de 5% au niveau des marchés internationaux et qu'on a une augmentation de 5% des prix, c'est corrélé. Oui. Quand ça augmente de 10%, c'est corrélé. Quand par exemple les prix internationaux augmentent de 10, mais qu'il y a une augmentation de prix sur le marché national de 50, là ça interpelle. Et c'est là où nous devons agir pour voir s'il n'y a pas un excès de marge ou d'entente sur les prix. Et nous allons rendre public notre étude. Donc on vient de lancer, on a une note qui explicite tout ça, qu'on est en train de rendre public d'ailleurs, pour que les gens sachent exactement ce qu'on va faire. Et dès qu'on aura les résultats, s'il n'y a pas corrélation dans certains produits, on ira enquêter en profondeur sur ces produits-là. Et l'enquête portera sur la période 2018-2021 2022 En fait, la hausse date de 2021, grosso modo, fin 2020, début 2021. Je rappelle aussi, peut-être ça intéresse les gens qui nous regardent, pourquoi cette hausse est là. Alors là, je raisonne en tant qu'économiste simplement, pour dire qu'en fait, on a deux volets qui expliquent, mais qui ne justifient pas. Donc ça donne une explication, mais il y a peut-être même au niveau international des pratiques que certaines grandes puissances sont en train de regarder, j'y reviendrai. Premièrement, on a eu le Covid qui a ralenti l'économie. On sait que 2020 était une année quasiment de récession, c'est-à-dire d'une croissance négative. Les économies ont produit moins que ce qu'elles produisaient auparavant. Il y a eu une reprise, malheureusement ralentie par le retour du Covid, parce qu'on a eu plusieurs vagues, avec la dernière qui est la vague Omicron, et on voit encore des choses qui se passent aujourd'hui. Donc il y a une forte croissance et il y a un effet rattrapage. Cet effet rattrapage de production et de consommation est venu dans un monde un petit peu perturbé. Donc les chaînes de production, les chaînes logistiques, c'est-à-dire les bateaux, les trains, les camions qui transportent ces marchandises, et la production à la base des matières premières, parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment travaillé comme avant. Donc une très forte demande passe à une offre déstabilisée. Donc mécaniquement, ça a produit une flambée des prix. Cette flambée, on l'a connue tout au long de l'année 2021 et j'avoue que nous-mêmes, comme beaucoup d'économistes à travers le monde, on pensait que ça allait être un effet passager. C'est-à-dire qu'il y aurait une hausse, les structures de production et les chaînes de logistique allaient se remettre en place progressivement et ça allait revenir à la normale. C'est ce qui était prévu. Donc, horizon 2022. C'était sans compter sur la guerre voilà, et donc Ukraine. des éléments géopolitiques sont intervenus entre-temps dans une zone extrêmement importante sur toutes les matières premières, parce que cette zone du monde, c'est le tiers des exportations de céréales, c'est les tiers des exportations d'huile. Donc ce n'est pas une production simplement forte, mais c'est celle qui alimente le commerce mondial. Donc là, on est parti sur une inconnue, la vérité, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça touche évidemment les produits pétroliers, ça touche les produits miniers, et vous savez, quand vous touchez l'énergie, vous touchez tous les secteurs. Absolument. Parce que tout dépend de l'énergie. Quand tout est transporté, tout est transportable. Voilà, les avions coûtent cher, les bateaux coûtent cher, les camions coûtent cher, donc la logistique coûte cher. Donc on a aujourd'hui une flambée qui fait un retour de l'inflation dans la plupart des pays. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas trop.
la vérité, parce qu'on n'a pas d'éléments sur ces conflits géopolitiques et de leurs incidences. Vous savez que ça s'est transformé aussi, on le sait tous, en bagarre économique à cause des sanctions, et donc des limitations d'importation. L'accès à la mer Noire aujourd'hui est difficile, donc il y a un effet logistique aussi. C'est par la mer Noire que vient l'essentiel du blé, du maïs et plutôt du tournesol, plus les miniers. Donc il y a un vrai problème. Combien de temps ça va durer? Donc nous allons examiner ça. Nous, pour expliquer d'abord ce qui se passe et pour donner aussi les chiffres, quelles ont été les hausses sur toutes ces matières et voir l'impact sur le Maroc. Et comme je l'ai dit, si corrélation il y a, c'est-à-dire si la hausse locale est égale à la hausse ou à peu près dans les mêmes zones que la hausse des matières premières, il n'y a pas d'anomalie, donc il y a une répercussion de hausse. Maintenant, s'il y a des différences majeures et que la hausse des prix au Maroc est nettement supérieure sur ces produits-là à la hausse des prix des matières premières, ça donnera lieu à des enquêtes beaucoup plus approfondies du Conseil, cette fois-ci ciblées sur le secteur sur lequel on constate une anomalie. Alors justement, parce qu'il y a eu constat d'anomalie sur un secteur, celui des hydrocarbures, c'était avant justement votre nomination, Ahmed Rho. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de la data, des données qui attestent du bon fonctionnement de la concurrence et surtout des prix des hydrocarbures chez nous au Maroc? Alors, juste deux éléments. D'abord, comme j'ai dit, nous regardons disponibilité des produits, la diversité, la qualité et le prix. Donc, ces quatre éléments sont importants. D'abord, il faut se féliciter de quelque chose au Maroc, parce qu'il suffit de regarder au-delà de nos frontières pour voir que ce n'est pas la même chose partout. C'est la disponibilité. Il n'y a pas de pénurie. Je crois qu'on doit se féliciter dans notre pays sur les réseaux de distribution, sur leur présence aussi. Parce que, vous allez dans n'importe lequel de nos villages, vous avez un épicier, vous avez une station d'essence, etc. Donc les produits arrivent partout. Et on a une politique de prix globalement qui est une politique de péréquation. C'est-à-dire, même si l'usine est à Casablanca et que le produit est vendu à Rachidia ou à Dakhla, vous allez trouver à peu près le même prix. Donc il y a un prix national qui est pratiqué par les réseaux de distribution. Donc il y a le prix de transport est un peu équilibré. Donc ça, c'est un bon élément de l'efficience de l'économie marocaine. Et je le rappelle, il y a certains de nos voisins qui n'ont pas ça. Donc élément important, il y a le choix. Donc tous les produits, quand on rentre dans une épicerie ou même pour faire de l'essence, on a le choix d'aller chez des opérateurs différents. Et puis la qualité est là. On a des produits quand même de bonne qualité au Maroc, globalement. Maintenant, reste le prix. C'est le point qui nous importe maintenant. Est-ce que le prix est compatible avec ce qui se passe ailleurs? Juste un élément. Aujourd'hui, ce n'est pas pour défendre qui que ce soit. Il faut regarder dans le détail et il faut regarder les marges pour voir si elles n'ont pas été extrêmes. Les gens, parfois, ne regardent que le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, quand les matières premières augmentent, les prix augmentent et le chiffre d'affaires augmente. Ça ne veut pas dire qu'ils vendent plus ou qu'ils se font plus de marge. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder. Simplement, je rappelle juste qu'en Europe, aujourd'hui, le diesel est à 20 dirhams et le super est à 22 dirhams. Oui, mais le SMIC n'est pas à 2500 dirhams. En fait, à la base, ce n'est pas le SMIC qui fait les prix. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le pouvoir d'achat. Effectivement. C'est la matière première. Maintenant, l'impact sur le pouvoir d'achat est important, clairement. Ça, c'est la politique maintenant du gouvernement pour savoir s'il faut soutenir ou pas soutenir. Je rappelle juste que les produits qui sont soutenus par le gouvernement aujourd'hui sont sur une liste bien précise qui ne peut être modifiée que par la loi, puisque c'est une loi. Et sur la liste, il y a à peu près 18 produits ou services. Je les rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas. Le prix de la farine est régulé par le texte. Le prix de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement, le prix du livre scolaire. Après, cette question de l'eau ici, il y a un débat. Est-ce qu'il faudrait mieux le cibler, n'est-ce pas, pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin? Pareil pour d'autres matières qui sont compensées, en tout cas qui sont soutenues par l'État. Alors, justement, est-ce qu'aujourd'hui, on parle de loi de marché versus la concurrence. Est-ce qu'il y a une cohabitation? Est-ce que c'est possible d'avoir une cohabitation? Et notamment par cette loi, à travers cette loi 104/12. Alors, les règles de marché et la concurrence sont deux piliers du même élément, qui est l'économie libérale. C'est comme si vous faisiez un match de foot sans arbitre. Ça ne va pas se passer. Nous sommes les arbitres qui est là pour respecter les règles d'une économie de marché.
L'économie de marché, c'est permettre à tout un chacun d'investir dans le secteur qu'il veut, de pouvoir aussi gagner de l'argent, parce que si on ne gagne pas d'argent, personne ne va investir, mais d'une façon qui ne soit pas au détriment du consommateur et donc avec des marges suffisantes. Je le rappelle, c'est la concurrence ouverte qui permet ça, sans avoir à intervenir sur les prix. Donc c'est ce que le Maroc a pris comme voie. Il est clair que, je reviens à ce que vous disiez sur les aides directes, nous sommes partisans au Conseil à ce que les aides directes se substituent à la subvention des produits. Parce que la subvention des produits, c'est donner de l'argent peut-être à des gens qui n'en ont pas besoin. Quand vous subventionnez le gaz butane, ce qui est le cas aujourd'hui, le gaz butane peut être acheté par des gens qui ont beaucoup de moyens et des gens qui n'ont pas de moyens du tout. Ou des industriels. Ou des industriels, normalement, ce n'est pas permis par le texte. Donc, c'est destiné au consommateur final. Mais quand vous faites ça, donc vous subventionnez aussi bien les riches que les pauvres. Quand vous donnez de l'aide directe, vous donnez de l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin et ils achètent les prix du marché. Donc, nous sommes convaincus au Conseil de la concurrence que c'est cette voie-là par laquelle il faut aller, qu'il faut emprunter, c'est-à-dire laisser les règles du marché jouer, laisser les concurrents jouer, avoir des prix réels qui sont le vrai prix des choses, et ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter, donc ceux dont on doit soutenir les pouvoirs d'achat, les aider en direct et leur donner de l'argent en direct. Sa Majesté avait parlé d'un programme qu'on appelle le RSU, le Registre social unifié ou universel, pour permettre d'arriver à cet objectif. Nous sommes vraiment partisans que ce chantier soit accéléré. Qu'on attend toujours, exactement. On attend ce qui voit le jour, parce qu'il a été lancé par l'ancien gouvernement. Mais moi, je crois personnellement, et le Conseil pousse dans ce sens, pour que ce système aille le plus vite. Si ce système était déjà en place, il y a déjà des bouts, par le programme TICIR, par exemple, où on donne des aides directes. Aider les gens en direct, ça veut dire, à la limite, on vous donne de l'argent, après, vous consommez comme vous voulez. Vous voulez plus de butane, vous voulez plus d'électricité, vous voulez plus de ceci. À vous de choisir. Alors que quand on aide le produit, on aide tel produit et pas un autre. Et on aide tout le monde sans discrimination. Donc, seul un système de soutien direct à la population qui en a besoin. Donc, après, il faut définir aussi qu'est-ce qu'une population qui en a besoin et qu'est-ce que le soutien du pouvoir d'achat, parce qu'il reste aussi, sur Hou, je sais que vous êtes économiste, il reste cette classe moyenne. Absolument. Il n'y a pas que les classes défavorisées qui sont impactées par cette hausse des prix, il y a la classe moyenne qui commence un peu à perdre équilibre, si je peux me permettre l'expression. Absolument. Je pense qu'on a 3 catégories. Il y a ceux qui sont aisés, qui n'ont peut-être pas besoin de soutien. Il y a la classe moyenne dont vous parlez, qui, elle, paye des impôts, souvent. Et la classe vraiment dans le besoin, qui ne paye pas d'impôts parce que ses revenus sont en dessous de la barre d'imposition. Donc, vous ne pouvez pas aider par les impôts. Moi, je suis partisan pour qu'il y ait un système d'aide directe pour la catégorie de ceux qui sont vraiment dans le besoin, qu'il y ait un système plutôt fiscal qui arrange la classe moyenne. Ça peut être, par exemple, pour les enfants scolarisés, pour ceux qui payent leur scolarité, etc., d'avoir des déductions sur leur fiscalité. Et puis, la classe aisée n'a besoin de rien, donc elle n'a pas besoin d'aide. Donc, on peut parfaitement monter un système qui répond aux 3 grandes catégories, les populations les plus défavorisées, la classe moyenne et les classes aisées, sans perturber le jeu de la concurrence sur le marché. Laissons le marché jouer et aidons réellement ceux qui sont dans le besoin, soit par un système d'aide directe, soit par un système de rabais fiscaux qui peuvent être liés à la scolarité ou à l'investissement, l'achat d'une maison, etc. C'est des mécanismes qui existent à travers le monde. Donc, mais commençons déjà par ceux qui souffrent le plus, c'est-à-dire par la classe défavorisée. Et ça, seul le système d'aide directe permet de répondre de façon satisfaisante à ça. Parce qu'on peut réguler, on peut donner plus à des moments comme celui-là où il y a une montée des matières. Quand ça baisse, ça peut être un peu moins, mais globalement, ça permet d'avoir un revenu décent et garantir un minimum de pouvoir d'achat pour cette population. Oui, surtout que les recettes de l'État peut-être peuvent le permettre, surtout avec la révision de la loi de finances, compte tenu ne serait-ce que du prix du baril aujourd'hui. Parlons d'exemples concrets des modifications à présent. Parlons législation, des exemples concrets de la modification de la loi 104/12, Ahmed Rahou, et surtout sur... qui pourrait avoir des impacts directs et sensibles, notamment dans cette période que nous sommes en train de vivre, qui est inédite en termes de concurrence.
Alors, la loi sur la concurrence, en fait, il y a deux lois. Il y a la loi 104/12 qui est la loi qui permet de fixer les modalités du jeu pour les prix et la concurrence, et la loi qui définit le fonctionnement du Conseil de la concurrence. Dans le cadre du communiqué du cabinet royal qui a annoncé mon arrivée au Conseil, il était demandé au gouvernement de revoir ce cadre-là. Donc nous avons nous-mêmes fait part au gouvernement de ce que nous pensons être utile à modifier dans ces lois pour les rendre plus efficaces, pour rendre aussi le Conseil plus efficient et éviter peut-être aussi... Elle date de 2014, cette loi. 114. Cette loi date de 2014. Son entrée en vigueur, en fait, s'est faite avec la nomination fin 2018 des membres du Conseil, puisque c'est à partir de là que ça a commencé à fonctionner. Il faut savoir aussi, à travers le monde, que les lois sur la concurrence sont des lois relativement réformables, fréquemment. Pourquoi ? Parce que le contexte mondial de la concurrence change. À titre d'exemple, aujourd'hui, il y a toute l'économie numérique, toute la digitalisation de l'économie qui n'a pas été prise en compte dans les lois anciennes parce que ce secteur n'était pas aussi puissant. Et donc aujourd'hui, ça commence à jouer. Pourquoi ça commence et ça nous interpelle même au Maroc. On va d'ailleurs organiser un grand chantier de réflexion, un colloque à la rentrée sur ce sujet, parce que le numérique touche tous les secteurs d'une part, y compris la presse, par exemple, parce que ça fait déporter les recettes publicitaires ailleurs. Absolument. Et parce que, d'un autre côté, ça fait apparaître dans le marché, chez vous, des acteurs qui ne sont pas présents physiquement. Donc la loi de la concurrence qui était faite sur un territoire donné devient une loi internationale. Et donc on suit les tendances mondiales. Donc c'est pour ça que je dis que les lois doivent être révisées de temps en temps. Et la nôtre est en train d'être modifiée pour apporter plus de célérité, plus de clarté, plus aussi de protection. Nous sommes une juridiction, ça j'insiste là-dessus parce qu'il faut que les gens le sachent. Nous avons un pouvoir de sanction extrêmement important qui peut aller du financier, avec des sanctions lourdes, jusqu'au pénal pour certaines pratiques. Évidemment, ce type de juridiction et ce type de sanction ne peut être pris dans un état de droit comme le nôtre que dans la mesure où le droit des parties est sauvegardé. Donc, dans la loi, il y a un certain nombre, certainement, de choses qui vont renforcer le droit des gens pour pouvoir se défendre et pour pouvoir aussi faire valoir leur opinion et faire valoir leurs droits. Donc, il ne s'agit pas de créer une loi qui soit déséquilibrée en termes de sanctions par rapport aux opérateurs. Donc, les opérateurs ont le droit d'apporter toute justification qu'ils souhaitent à leur dossier. Alors, concrètement, comment faire barrage à certaines pratiques de monopole ou encore de mauvaise concurrence? On veut voir des choses, Ahmed Rahman. Alors, je me rattache à ce que je viens de dire. Il ne s'agit pas, quand on sanctionne, on doit sanctionner sur la base d'un dossier, d'ailleurs qui peut faire l'objet de contestation au tribunal. Donc il faut qu'il soit solide, charpenté, documenté. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas sur la simple intuition ou suspicion qu'il y a quelque chose venir dire « attention, on va vous sanctionner ». Il faut des enquêtes. Je rappelle que certaines enquêtes dans des pays voisins, en Europe, dans des pays développés, parfois prennent des années. Parce qu'il faut aller chercher, écouter les gens, etc. Donc nous allons procéder de la même façon. On a déjà des choses, je ne peux pas en parler dans le détail, mais on a des choses. Autre élément très important, moi je reviens à cette image du code de la route. Moi je préfère dire, attention, les gens ne connaissent pas ni leurs obligations, ni leurs droits. Donc on a une obligation de pédagogie. Aller expliquer, c'est ce que nous sommes en train de faire, et en venant chez vous, c'est aussi, ça fait partie de ce mode de communication pour expliquer aux gens que, par exemple, c'est ce qu'on a même sorti sous forme de communiqué, attention aux professionnels du même secteur, quand vous vous retrouvez entre vous, vous n'avez pas le droit de parler des prix pour dire on doit augmenter ou baisser. C'est interdit et ça peut vous valoir des sanctions très lourdes et même des poursuites. Beaucoup de gens nous disent on ne le savait pas que c'était interdit. Nous, on se trouve entre professionnels, parmi les choses... Vous faites référence à ce guide de conformité des entreprises, est-ce que c'est... Absolument, et à notre communiqué, suite à l'annonce d'une corporation respectable, d'une annonce d'une hausse commune de prix, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est interdit. Donc après, il y a eu un retrait
de cette augmentation généralisée. Après, chacun fait ce qu'il veut sur le marché. On n'est pas ni contre les baisses ni les hausses, pourvu que chacun fasse sa politique commerciale. C'est ce que dit la loi. Nous sommes là pour faire respecter. Et ça, on doit le faire savoir. Mais il y a des choses que les gens ne savent pas. Par exemple, acheter en commun. Par exemple, dire toi, tu vends dans tel quartier et moi, je vends dans tel quartier. Ça, c'est interdit par la loi. Pourquoi ? Parce que tout ça se fait au détriment du pouvoir d'achat et du consommateur. Donc, c'est interdit par la loi et nous sommes là pour veiller au respect. Donc, quand on constate des choses comme ça ou quand on a des suspicions, on doit enquêter et apporter des preuves, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire on pense que, il s'agit de le montrer. Et le fait de sanctionner quelqu'un, il peut parfaitement aller au tribunal pour défendre en disant que les preuves apportées par le Conseil ne sont pas suffisantes et faire casser la décision. Donc, on doit avoir des dossiers extrêmement charpentés. Donc nous sommes, j'insiste là-dessus, dans une grande phase de pédagogie pour faire connaître aux gens leurs droits, d'où le guide que vous avez mentionné, qui explique exactement dans un langage peut-être plus facile que la loi elle-même, ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Certaines pratiques sont strictement interdites et on sait aujourd'hui que la tentation de les faire peut être grande. Appeler un concurrent, acheter en commun, vendre en commun, partager le marché, se mettre d'accord sur le prix, peut-être... Ce sont des pratiques aujourd'hui courantes je ne dis pas qu'elles sont courantes, je dis que la tentation qu'elles existent sont là. Vous savez, vous vendez la même chose que quelqu'un, appelez pour dire... Parfois, ce n'est pas forcément une décision, c'est pour ça qu'on attire l'attention des entreprises, ce n'est pas forcément une décision volontaire de l'entreprise. Oui. Mais vous envoyez un commercial vendre, il peut s'entendre avec le commercial de votre concurrent. Or ça tombe sous le coup de la loi. Et nous attirons l'attention des opérateurs pour dire, même si votre commercial a fait ça, même s'il ne vous l'a pas demandé, même s'il l'a fait de lui-même, c'est l'entreprise qui est fautive et elle peut être sanctionnée. Donc demandez à vos commerciaux et ayez des procédures en interne qui permettent d'éviter ça et que les gens, chez vous, sachent ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, le guide de conformité, c'est pour aboutir à ça, c'est qu'il y ait des procédures dans les entreprises qui rendent difficiles certaines pratiques illégales ou illicites et qui éventuellement créent des sanctions internes pour ceux qui ne les respectent pas. Très bien. Alors, on a parlé de ce guide de conformité plutôt des entreprises. Autre actualité qui concerne le Conseil de la concurrence, puisqu'on parle, n'est-ce pas, de sujets d'actualité, c'est la loi sur les délais de paiement, les recommandations de votre Conseil à ce projet de loi qui a été proposé par le ministère de tutelle, à savoir le ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors, je voudrais juste m'arrêter sur cette première recommandation, en tout cas une des recommandations, c'est de supprimer le seuil de 10 000 dirhams fixé pour les factures et de maintenir ouvert le champ d'application de ce texte de loi à toutes les factures, quel que soit leur montant. De quoi s'agit-il d'abord ? Pourquoi cette recommandation ? Et jusqu'à quel point pensez-vous que ce soit applicable pour les entreprises marocaines ? Alors, nous sommes partis d'un principe pour examiner cette loi, comme beaucoup de lois d'ailleurs. Les principes sont d'abord l'efficacité. On fait une loi, si elle n'est pas efficace, elle ne sert à rien. Deuxième élément, l'équité. Il faut que ça soit applicable dans de bonnes conditions de transparence. Et troisième point, la non-discrimination. Donc, nous partons de cette problématique, c'est que une loi ne doit pas privilégier X par rapport à Y parce que sur notre regard, qui est celui de la concurrence, ça crée ce qu'on appelle un biais concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui s'appliquent à un tel et pas à l'autre. Oui. Donc ça, ce n'est pas normal. Or, ce seuil, exactement, rentre dans ce cadre-là. Vous prenez toutes les petites et moyennes entreprises qui émettent des factures de 1000, 2000, 3000 dirhams, à qui on dit, écoutez, vous, si vous n'êtes pas payé, la loi ne vous protège pas. Par contre, quand vous êtes gros, que vous émettez des factures supérieures à 10 000, la loi vous protège au point de sanctionner celui qui ne vous paye pas. Donc, vous voyez, le principe de non-discrimination. Et alors, on nous répond, on peut comprendre que ça va faire beaucoup de travail pour les micro-entreprises, les petites, etc. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pourquoi ? Parce qu'au Maroc, les factures donnent lieu à TVA. Or, la TVA est collectée par l'État. C'est ce qui fait les recettes de l'État. Donc, l'État contrôle les factures. Or, la TVA, quand on vous demande de payer la TVA que vous avez collectée, quand vous vendez un produit, vous avez ce qui est hors taxe vous appartient, la TVA qui est en sus, vous devez la verser à l'État. C'est comme ça que ça se passe. L'État contrôle, même si votre facture ne fait que 15 dirhams. Alors pourquoi il va vous contrôler pour payer la TVA, mais il va vous dire non, pour les délais de règlement, vous n'êtes pas concerné. Voyez ? Donc on a là encore l'équité. On dit, puisque l'État traite la TVA sur les factures à partir de 1 dirham, il doit traiter les délais de paiement de la même façon. Et c'est encore plus lié à la TVA, pourquoi ? Parce que la TVA, par essence, n'est payée
que lorsque vous êtes payé vous-même. Vous êtes une entreprise, vous facturez, vous avez, mettons, facturé 1000 dirhams, plus 20% de TVA, donc ça fait 1200 dirhams la facture. Les 200 dirhams, vous devez les verser à l'État. Or, vous ne les versez que lorsque vous êtes payé, parce que sinon, ça serait injuste. Et l'État a accepté ça il y a une vingtaine d'années pour dire le régime de la TVA, c'est le régime de l'encaissement. Une TVA n'est payée que lorsque vous recevez l'argent. Donc, on est bien lié au délai de paiement, là. Et donc, c'est la même chose. Si on s'intéresse à une facture de 1000 dirhams qui va donner 200 dirhams à l'État et qu'on la suit, on peut quand même veiller à ce que cette facture soit dans le système des délais de paiement. Et c'est dans l'intérêt de l'État. Pourquoi ? Parce que tant que la personne n'est pas payée, les fameux 200 dirhams de TVA ne sont pas versés à l'État. Donc l'État a tout intérêt à ce qu'il suive toutes les factures parce qu'il y a une TVA derrière qu'il doit récupérer. Donc c'est important. Donc voilà, principe d'équité et tout. Alors on dit, est-ce que ce n'est pas très lourd pour les entreprises petites ? Mais non, parce qu'elles déclarent déjà leur TVA à l'État. Donc ce n'est pas une déclaration de plus, c'est la même chose. Et vous préconisez aussi le dépôt de déclaration des factures de le ramener d'une année à un trimestre. Absolument. Là encore, là on est dans l'efficacité. J'ai parlé d'efficacité, d'équité et de non-discrimination. L'efficacité, imaginez, nous sommes en janvier 2021. Il y a une facture impayée. Si on prend le délai qui est celui dans le projet tel qu'il est aujourd'hui, il faut attendre mars 2022, c'est-à-dire 15 mois plus tard, pour faire la déclaration. Plus le temps que l'amende sorte, etc., mettant 1 mois ou 2 de traitement supplémentaire, ça veut dire que votre facture n'est constatée comme non payée que 16 mois ou 17 mois plus tard. Ce n'est pas efficace. Là encore, sujet d'efficacité, on dit le régime de déclaration de TVA, qui est un régime de déclaration de facture, il est trimestriel. Donc on aligne l'un sur l'autre. Et on fait une déclaration de toutes les factures pour la TVA et pour les délais de règlement. Ça serait beaucoup plus simple. On dit aussi il faut que l'État, c'est-à-dire la Direction générale des impôts, parce que c'est elle qui est l'interlocuteur dans cette affaire, collecte et les factures émises, c'est-à-dire ce que j'ai envoyé, mais aussi les factures que j'ai reçues. Parce que par définition, une facture est toujours émise par quelqu'un et reçue par quelqu'un. Donc ça permettra à l'État de croiser les factures pour dire celui-là me dit j'ai payé, alors que l'autre me dit j'ai pas payé, j'ai pas été payé. Donc ça permet de contrôler. Donc ça facilite les contrôles avec un grand système de gestion de factures qui permet de régler la TVA, qui permet de régler ces fameux problèmes de délai de paiement, mais qui permet aussi de lutter contre quelque chose qui pour nous est un élément de concurrence déloyale, c'est les factures. Les fausses factures, c'est-à-dire les factures reçues, c'est-à-dire elles sont une charge, mais en fait émises par personne. Donc c'est un moyen pour l'État de lutter contre les fausses factures dans un système unifié, c'est ce qu'on recommande. Très bien. Beaucoup de recommandations et notamment qui ressortent aussi des avis du Conseil de la concurrence. On attendra celui sur les prix des produits à la consommation bientôt. J'espère qu'on aura encore une fois l'occasion d'en discuter. Avec plaisir. Merci beaucoup Ahmed Rahou, président du Conseil de la concurrence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Occasion. Merci. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Sécurité alimentaire, donc en cette seconde partie, un peu en complément de la première partie avec le président de la Conseil de la concurrence, céréales, huile de table, la guerre en Ukraine a tout simplement réveillé de vieux démons que l'on croyait révolus, plus que la flambée des prix. Ce que l'on appréhende à présent le plus, eh bien, c'est la disponibilité des produits, comme l'évoquait Ahmed Rahou il y a quelques instants. Et déjà, on parle de rationnement de certains produits, dont l'huile de table, notamment dans quelques pays européens, pour ne citer que l'Espagne. Bonsoir Mathieu Brun. Bonsoir. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Vous êtes également chercheur et docteur en sciences politiques. Bienvenue à vous sur le plateau de Questions d'Actu, en tout cas par Skype sur le plateau de Questions d'Actu. Merci beaucoup. Alors commençons peut-être par des questions plutôt macro. Donc la guerre en Ukraine impacte invraisemblablement la hausse des prix des oléagineux et des céréales. C'est vraiment des hausses qui sont inédites et voire même exponentielles. Alors, la géopolitique depuis toujours contrôle un peu la sécurité alimentaire. Quelle est la limite de ce modèle ?
Effectivement, la géopolitique et donc les relations internationales sont un des facteurs qui contrôle le plus les niveaux d'augmentation des prix, la disponibilité. Quand il y a une crise, une guerre, on a des conséquences importantes sur les niveaux des prix. Ce modèle-là est forcément limité parce qu'on est dans une situation où on a construit des formes d'interdépendance, voire de surdépendance auprès de certains acteurs économiques, notamment les acteurs de la production agricole ou énergétique. On est dans une situation où là, on est dans une forme de dépendance économique très grave, de délégation de la souveraineté à certains pays et de sous-investissement, en particulier dans les politiques agricoles, puisque des pays, notamment ceux du pourtour méditerranéen, dépendent dans des proportions très importantes de leurs importations agricoles et agroalimentaires de certains pays, et notamment la Russie et l'Ukraine. C'est près de 30 à 35% de l'exportation mondiale de blé. L'Ukraine, c'est 80% de l'huile de tournesol. Il y a donc des liens de dépendance, et dès que les chaînes d'approvisionnement logistique ou politique sont tendues et sont cassées, on a des risques d'insécurité alimentaire. Oui, bien sûr, mais bon, alors on parle de flambée des prix, on parle aussi tout simplement de disponibilité, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants. Est-ce que vraiment on risque de revoir des files d'attente, ou en tout cas du rationnement sur certains produits de grande consommation, comme par exemple les céréales, dans certains pays africains qui dépendent lourdement des importations d'Ukraine et de Russie, d'huile de table en Europe, en Espagne, il y a même certains rayons en France qui commencent à manquer d'huile de table, notamment à base de tournesol. Donc vraiment, c'est inévitable selon vous ? En fait, ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Vous avez raison de parler des pays de la Méditerranée et des pays d'Afrique du Nord. L'Égypte, la Tunisie sont très dépendants, le Liban aussi, très dépendant des céréales russes et ukrainiennes. La Tunisie a dit qu'elle avait des stocks, donc elle pourrait tenir le coup jusqu'à la prochaine campagne. Le Maroc, grâce à une bonne campagne l'année dernière agricole, s'en sort plutôt bien. Mais là où le bas blesse, là où vraiment l'enjeu se trouve, c'est sur le niveau des prix. Cette flambée des cours internationaux, même si on a du stock au Maroc et ailleurs, en plus on est en période de Ramadan, de fête, où on consomme aussi en famille et entre amis, on est là en fait sur une situation qui est extrêmement critique sur le prix de l'énergie, sur le prix du gasoil, sur le prix de la viande. Le prix des poivrons a augmenté au Maroc, oui, alors que ce n'est pas des poivrons qui viennent de Russie et d'Ukraine. Donc c'est vraiment le niveau de dépenses, l'argent que ça va coûter aux consommateurs, mais aussi à l'État, puisque l'État subventionne le pain en Égypte et d'autres matières agricoles ou d'autres denrées alimentaires au Maroc et ailleurs. Oui, mais bon, du coup, est-ce qu'il y a des alternatives ? Bien sûr, il y a des alternatives. On parle aujourd'hui plus que jamais de sécurité alimentaire, mais aussi de souveraineté alimentaire. Est-ce que ces alternatives-là sont prévues ou en tout cas réalistes pour une économie telle que l'économie marocaine ? Le problème est vraiment sur cette disponibilité, ces ruptures de stock qui peuvent intervenir. Le concept de souveraineté, il est extrêmement important, puisque on a un enjeu ici de recalibrer les stratégies agricoles et alimentaires pour limiter la dépendance à l'extérieur. Il faut penser, bien entendu, que on est dans une année où il y aura une sécheresse assez importante. On a des déficits hydriques très importants au Maroc, ce qui veut dire que demain, on pourrait être dans une situation où on aurait un petit peu moins de production. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça aura un impact sur le prix de la viande et d'autres. Donc, l'enjeu de souveraineté, il est extrêmement fort et extrêmement important, mais en termes aussi de résilience au changement climatique. Il faut créer des stratégies politiques, des stratégies agricoles qui permettent de résister aux effets du changement climatique. Donc ça passe par la gestion de l'eau, bien sûr, l'augmentation de certaines productions, notamment des filières oléagineuses et protéagineuses, ces fameuses productions qui permettent de créer de l'huile, le colza, le tournesol. Et c'est à travers l'adoption de stratégies durables de production, d'augmentation de la production de ces productions végétales, on pourrait atteindre, en tout cas améliorer la souveraineté alimentaire des pays. Aujourd'hui, c'est ça qui compte, c'est essayer de repenser les stratégies agricoles pour ne pas trop dépendre des marchés internationaux.
Est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets dans ce sens, notamment en termes de semences? Est-ce qu'on est bien outillé? Et aussi, quand on parle de repenser une stratégie agricole, n'est-ce pas? On parle de valeur ajoutée, on parle de création d'emplois, vous avez évoqué un point très important, celui de la gestion de l'eau. Donc déjà, est-ce qu'on est bien outillé par rapport à tout cela pour repenser cette stratégie agricole? Alors, dans le cas du Maroc, on a une politique agricole qui a été lancée par le roi depuis déjà plus de 10 ans, hein, le plan Maroc vert, qui trouve aujourd'hui un renouveau avec Génération Green. Et ce plan Maroc vert et ce plan Génération Green a mis au cœur de leur stratégie et de leur développement la question de la résilience et la question du développement de ces cultures d'oléagineux et de protéagineux. Ce sont des cultures qui sont absolument essentielles, des filières qui sont très importantes parce qu'elles permettent non seulement d'améliorer le revenu des agriculteurs, mais aussi de stocker du carbone, de limiter l'utilisation d'intrants. Ça a beaucoup d'avantages pour les revenus, pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'environnement. Et tout l'engagement aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, des acteurs publics, des acteurs privés également de la filière, et qui sont accompagnés par d'autres agriculteurs français notamment, c'est d'investir dans cet développement de la filière des oléagineux, d'augmenter justement la disponibilité de ces cultures à l'échelle du Maroc pour être plus indépendant, parce qu'aujourd'hui la dépendance sur ces cultures-là en particulier, elle est très très forte, et donc ça met bien entendu toute la filière de consommation humaine ou animale. Combien le Maroc produit-il aujourd'hui en termes d'huile de table en l'occurrence? Quels sont en termes de ressources, de combien disposons-nous? L'objectif est d'augmenter vraiment la disponibilité en termes d'hectares. Aujourd'hui, on est à 30 000 hectares de tournesol et c'est vraiment à ce niveau-là en fait d'augmenter les capacités pour couvrir les besoins du marché. À 2030, on espère couvrir 15% des besoins du marché, alors qu'aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont beaucoup plus faibles et beaucoup trop faibles pour être indépendants sur le plan alimentaire. Donc un repositionnement, qui dit repositionnement dit semences, et je voudrais aussi revenir avec vous sur cette question de création d'emplois et création de richesses, parce que certains évoquent justement ce contraste qu'il y a entre assurer une souveraineté alimentaire et assurer aussi des emplois, puisque certaines productions n'emploient pas autant que d'autres. Absolument, et c'est un bon exemple, celle de la filière des oléagineux, dans la mesure où on crée des filières de transformation, des filières bien sûr de production, et l'enjeu de la semence est ici absolument capital. On oublie parfois que dans notre assiette, ce qu'on consomme tous les jours, à l'origine, il y a une semence, une petite graine qu'un agriculteur plante, et en fait cette semence, elle doit être adaptée aux conditions pédoclimatiques, elle doit être adaptée aussi à l'environnement et à l'économie locale. Et donc derrière cette semence, pour faire face aux défis du changement climatique, des ravageurs et de l'enjeu économique, surtout dans le nord du Maroc, autour de Fès Meknès, où on produit beaucoup de colza et de tournesol, c'est un défi, ça demande de la recherche, ça demande beaucoup de temps pour produire et créer ces semences. Et c'est pour ça que la coopération euro-méditerranéenne, notamment entre la France et le Maroc, la France qui est un important producteur de semences de colza qui sont adaptées à des contextes marocains, elle est très importante. Il faut travailler sur cette coopération pour que l'offre de semences françaises et que demain l'offre de semences marocaines soit adaptée au contexte marocain, puisque là on est dans une dimension de coopération euro-méditerranéenne qui est au service des agriculteurs et de la sécurité alimentaire du Maroc. Très bien, dernier mot, Mathieu Brun, sur justement ces menaces de récession, de stagflation qui est là pour durer. Vous, en tant que chercheur, justement, si cette guerre, nous ne le souhaitons pas, vient à durer, est-ce qu'on est déjà préparé après ce qu'on a vécu pendant la période inédite de Covid-19 comment y faire face, notamment en termes de stagflation, donc peu de croissance et l'inflation qui caracole? Vous avez raison de pointer du doigt le fait que les économies marocaines, nord-africaines, africaines, mais aussi européennes sortent difficilement de la période de Covid. Et donc cette période de baisse de la croissance économique et d'inflation des prix, de hausse des prix est particulièrement compliquée. Là, les ménages, le budget des ménages va être énormément grévé. On aura donc besoin de soutien
de la part de l'État. Hein. C'est ce que ont déjà annoncé certains pays comme le Maroc dans les subventions sur certains produits de consommation. Et donc ça veut dire aussi de faire peut-être plus d'investissements publics pour diminuer cette dépendance à l'extérieur et pour créer des opportunités économiques. Je crois que les plans au Maroc de développement aussi des classes moyennes dans les zones rurales sont importants, hein, puisqu'il faut créer de l'emploi, créer de l'économie dans ces zones rurales, dans ces zones moyennes. Donc il faut pouvoir peut-être dépenser plus, mais surtout être dans des situations où les finances publiques vont pouvoir suivre, hein, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui compte, c'est de pouvoir accompagner le développement des agricultures en accompagnant les transitions aussi pour moins dépendre des énergies fossiles, des hydrocarbures qui sont importés de l'extérieur, notamment de Russie et de la mer Noire. Très bien, merci beaucoup Mathieu Brun. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.